Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police. Justice, cette phrase cette semaine, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays. C'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui l'a affirmé en début de semaine. Et pourtant, les Français en ont une toute autre perception. L'affaire du bus attaqué à Orly jeudi ne devrait pas atténuer ce ressenti. Alors, pourquoi cette perception? La justice est-elle trop laxiste? Que faire de ces jeunes? Le débat, le décryptage, ce sera dans un instant avec Dominique et avec nos invités. Mais d'abord, les faits avec Anne-Solène Tavernier. La délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays, monsieur, entendez-moi, depuis 10 ans. C'est une mise au point à laquelle le ministre de la Justice tient. Non, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté ces dernières années et il a en partie raison. Le nombre de mineurs mis en cause pour coups et blessures volontaires, les RICS sur la voie publique, effectivement, diminue. En revanche, le nombre de mineurs mis en cause pour tentative d'homicide ou, par exemple, violence sexuelle sur mineurs, augmente. Plus 144% pour les tentatives d'homicide. On est dans une société qui devient de plus en plus sensible à la violence et aux faits qui sont choquants. Et donc quand on a des faits divers, même s'ils sont très ponctuels, quand c'est un mineur qui commet un acte très violent, tout le monde est particulièrement choqué. Ce jeudi, c'est un bus qui a été attaqué par des jeunes à Orly. Vers 19h30, des individus encagoulés et masqués brisent une vitre du véhicule et forcent 2 passagers à sortir. L'un d'entre eux est embarqué de force par les assaillants. Autre fait choquant, fin août, des supporters du PSG qui s'en prennent à un camion de CRS après la défaite de leur équipe ou qui cassent tout sur les Champs-Élysées. Des comportements que certains n'hésitent pas à qualifier d'ensauvagement. Alors on va essayer d'y voir plus clair, d'abord sur les chiffres, mais aussi surtout sur les réponses à apporter à cette violence des mineurs avec nos invités. Jean Mongeon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en Ile-de-France et Outre-mer. La PJJ, comme on dit, la protection judiciaire de la jeunesse, en gros, si vous me permettez de faire simple pour nos téléspectateurs, c'est cette structure qui s'occupe de toutes les questions de délinquance des mineurs au sein du ministère de la Justice. C'est à peu près juste, alors c'est parfait. Guillaume Fard, notre consultant en sécurité intérieure, est également avec nous. D'abord, on ne va pas faire de bataille de chiffres parce qu'on a entendu plein de chiffres dans tous les sens depuis plusieurs jours et voire depuis plusieurs semaines. Le ministère nous dit, Éric Dupond-Moretti, encore cette semaine, il n'y a pas d'augmentation de la violence des jeunes. Mais les Français ont un autre ressenti. Comment vous expliquez d'abord cette contradiction? Je ne suis pas le spécialiste des chiffres, hein, mais c'est vrai que nous, les chiffres qu'on nous donne, les mises en examen de mineurs, c'est vrai que depuis 10 ans, il n'y a pas de vraie variation. C'est vrai qu'on vit quand même dans une société qui évolue. On voit aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux, le flash que donne l'information. Moi, je peux vous dire que en 30 ans, 40 ans de métier, on n'a pas vu de grandes évolutions. Sinon, ce que je vous dis, c'est cette évolution. On a aussi de nouvelles formes aujourd'hui. On a parlé, autrefois c'était le Qaïda, c'était les mafias qui récupéraient nos gamins les plus déstructurés. Ces derniers mois, ça a été aussi des prédicateurs. Voilà, on a vu de nouvelles formes de délinquance s'installer sur notre territoire national. On va rentrer évidemment dans... Pardon, et au-delà des chiffres, monsieur Mongeon, rapidement, est-ce que c'est une forme de violence des jeunes qui change? J'ai pas vraiment l'impression. Vous savez, on a toujours eu... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous dis, la force des médias est de révéler des affaires. On a toujours eu dans nos sociétés, à tout temps, chez les mineurs aussi, des problèmes psychiques, des actes, je le dis, de barbarie, qui sont très rares, mais ils existent. Et tout notre travail, c'est justement de relever ces mineurs, parce que il faut savoir que le texte fondateur, qui est l'ordonnance de 1945, dit bien que la France n'est pas assez riche de ces mineurs pour en négliger un seul. Et donc on a un grand principe qui est l'éducabilité de tous, et quoi qu'il ait fait, on est là pas sans angélisme, mais on est là pour tendre la main et redresser ces jeunes. Alors justement, on va parler des différentes solutions qui existent, notamment des centres éducatifs fermés, vous en avez créé, dirigé. Guillaume Fard, sur cette question des chiffres, est-ce qu'il y a une explication simple qu'on peut donner aux Français sur cette bataille de chiffres auxquelles on assiste? Effectivement, la délinquance des mineurs n'augmente pas quand Éric Dupond-Moretti le dit,
les chiffres existent. Oui, mais en fait, tout dépend depuis quand on mesure cette augmentation et tout dépend aussi de ce que l'on mesure quand on parle d'augmentation. Alors, il y a un document, hein, c'est celui-là. Ce sont les chiffres clés de la justice en 2019. On n'a pas encore les chiffres de 2020. Et ce document nous livre différents enseignements. Il nous dit d'abord qu'il faut regarder deux indicateurs très, très différents. Le premier, ce sont les affaires portées à la connaissance des parquets qui impliquent au moins un mineur. Premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le nombre de mineurs délinquants. Et ça n'est pas la même chose. Les affaires portées à la connaissance des parquets qui impliquent des mineurs, là, oui, on voit une augmentation. En fait, on voit entre 2007 et 2018, on n'a pas encore pour 2018-2019, plus 6000 affaires qui impliquent des mineurs. Mais dans le même temps, le ministère de l'Intérieur nous dit que la délinquance générale a augmenté. Donc, augmentant, elle implique aussi des mineurs et des majeurs, mais aussi des mineurs. Et donc, en proportion, les mineurs représentent toujours 10% des affaires portées à la connaissance des parquets. Donc il n'y a pas de rajeunissement de la délinquance, mais il y a une augmentation du nombre de faits commis par des mineurs parce qu'il y a une augmentation générale de la délinquance. Sur le deuxième indicateur maintenant, le nombre de mineurs mis en cause, ce document officiel du ministère de la Justice nous apprend qu'il reste à peu près stable. On est à peu près à 60 000 mineurs mis en cause chaque année dans des affaires de délinquance. Et donc ce que ne comprennent pas ni les citoyens, ni les policiers, c'est plutôt en fait la réitération. Ce qu'on appelle la réitération, c'est le fait que des mineurs qui ont déjà été condamnés, bien à un moment donné, les parquetiers les revoient. Et donc, avant eux, d'ailleurs, les policiers les revoient. Et donc, c'est plutôt là que se porte le débat, mais qu'un débat plus politique qu'un débat de chiffres. Pas plus de délinquants, mais des mineurs qui commettent plus de délits au fur et à mesure du temps. C'est cela. Est-ce que, M. Mongeau, il y a un profil type, c'est pas beau de faire des généralités, mais est-ce qu'il y a un profil type du mineur délinquant? Non, il y a ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 84 000 suivis au pénal qu'on a chaque année, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que 85% de ces jeunes, on ne les revoit plus. Voilà. Après, il y a des hypothèses qui mériteraient d'être vérifiées, mais c'est là où on ne les revoit plus. Des chiffres aussi, hein. Après, voilà. Des chiffres qu'annonce Guillaume Fard, c'est pas des hypothèses. Après, pour le coup, sur le taux de réitération des jeunes. Moi, ce que je peux vous dire dans les suivis qu'on a, sur les 30 000 qu'on suit en Ile-de-France, par exemple, ces jeunes au pénal, je peux vous dire que 3-4%, voilà, c'est un profil qui sont dans la réitération. Et on les voit, c'est nos mineurs, c'est nos enfants terribles, comme on appelle. Sur le plan national, c'est en moyenne en constant entre 700 et 800 mineurs détenus. Et on a autour de 3000 mineurs placés dans des différentes structures de placement, des plus ouvertes aux plus fermées, dont les fameux centres éducatifs fermés. On en parle dans un instant, la réponse de Guillaume Fard. Juste une précision pour montrer à quel point il y a des variations dans l'interprétation des chiffres. On parle des mineurs réitérants. Le mineur réitérant, s'il est condamné, admettons, à 16 ans, 17 ans, et que l'on mesure jusqu'à ses 18 ans, est-ce qu'il va réitérer? On a des taux qui sont relativement faibles, 30% à peu près. Maintenant, si on regarde à 5 à 8 ans, c'est-à-dire il y a une primo-condamnation en tant que mineur, on va regarder dans les 5 à 8 ans qui suivent, donc il sera devenu majeur, là on va arriver sur des taux qui avoisinent les 70% de réitération. Donc vous voyez la variation des indicateurs et la variation des interprétations que vous pouvez faire. Vous pouvez dire un mineur ne récidive pas ou presque pas quand il est mineur, mais si vous regardez à l'échelle de sa vie et donc une fois qu'il est devenu majeur, vous avez des taux de réitération qui sont beaucoup plus élevés. L'une des réponses à apporter à ces problèmes de violence, c'est les fameux centres éducatifs fermés. On en a beaucoup parlé, la droite réclame qu'il y en ait plus. Vous en avez créé un, vous en avez dirigé un à Mont-de-Marsan. Peut-être d'abord expliquez-nous concrètement comment ça se passe dans un centre éducatif fermé. Alors voilà, ça s'adresse, comme je viens de vous l'expliquer, il faut comprendre aussi le public auquel ça s'adresse. Donc effectivement, c'est les mineurs les plus abîmés de notre société, donc ils sont effectivement dans ce qu'on appelle le passage à l'acte. Le profil type, il faut le savoir, c'est que les dernières statistiques qu'on avait fait, c'est que le niveau scolaire de ces gamins se situe au niveau du CM1, CM2. C'est-à-dire qu'on a des déscolarisations très précoces. On est sur des jeunes, et je ne m'excuse pas, attention, pas d'angélisme, mais qui cumulent ce qu'on appelle des difficultés sociales. Et nous, on arrive en fin de chaîne, où on doit faire un travail de fond, de resocialisation. Donc c'est ce que je peux essayer de vous expliquer. C'est un travail sur le passage à l'acte. Donc il faut savoir que ces jeunes-là, qui sont souvent structurés dans la violence, il faut pas rêver. C'est pas parce qu'on va leur dire d'arrêter. La parole de l'adulte ne fait plus sens. Donc on va leur proposer via un programme ce qu'on appelle des moments d'humanité. On va aller les chercher dans leur humanité. On va avoir des actes positifs qu'on va leur faire réaliser. Je vais vous en donner quelques exemples. Et pour leur permettre après d'avoir une introspection. Quand je vous entends, excusez-moi, vous parlez d'humanité.
ça s'entrechoque avec le mot d'ensauvagement qui a été utilisé par un autre ministre récemment. Parler de sauvage des enfants que vous accueillez dans ces centres, ça vous choque ? J'utiliserai pas ce terme, on a utilisé différents termes en fonction des époques. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un terme scientifique qui est la désocialisation. Voilà, c'est des gamins qui n'ont pas acquis les codes de notre société. Et c'est ça, ce travail de fond qu'on va faire avec... Il faut savoir que l'État et le législateur a mis de gros moyens. C'est 25 emplois qui vont s'occuper de 12 jeunes. Pardon, c'est quoi ces exemples dont vous parliez tout à l'heure ? Vous disiez on va les resociabiliser, on va faire, je vais vous dire, c'est quoi c'est un programme, ce qu'il faut comprendre, un centre éducatif fermé, la notion de fermeture déjà. C'est pas une prison. Par contre, c'est dire concrètement de la décision de justice au mineur qu'il a l'obligation de résider dans cet établissement et d'en respecter le fonctionnement, sinon il peut aller en détention. Et c'est ce qui peut arriver aussi au cours du placement. C'est une prison pour les jeunes. Non, c'est un foyer ouvert, mais qui est fermé juridiquement. C'est difficile à comprendre. En sortir. Alors, ils sont constamment, ces 3 étapes, si vous voulez, qui vont être variées, et c'est des actes positifs qui vont être validés à chacune des étapes. Ouais. Et il faut savoir que dans un premier temps, ils sont sur la surveillance constante des éducateurs, des adultes, oui. Et avec après une insertion progressive dans la société parce que pour nous, le pivot de la prévention de la délinquance et de la récidive, c'est bien l'insertion professionnelle. C'est pour ça qu'on a coutume de dire que sans les autres services de l'État, on n'est rien. On entend votre prudence, et c'est celle des juges pour enfants qu'on a pu voir, et c'est la vôtre aujourd'hui quand vous dites « je n'excuse pas ». Mais il faut recontextualiser, il faut expliquer les choses. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'il y a justement du laxisme, qu'on excuse trop. Les policiers le disent beaucoup, c'est une parole de terrain. Le policier aimerait bien vous entendre l'un et l'autre sur ce point-là. Concernant ce que disent les policiers, d'abord il faut rappeler que la police judiciaire fait de moins en moins rêver. C'est-à-dire la police judiciaire, qui était quand même la spécialité un peu reine, c'était celle des romans de Simenon, c'était celle des séries télévisées, elle attire moins. Et elle attire moins parce qu'il y a du découragement. Le découragement, il est lié d'abord à une inflation de la procédure, mais il est aussi lié au fait que beaucoup disent « mais ce jeune qui est passé là, je l'ai interpellé, il est passé dans mon commissariat, mais pourquoi est-il dehors ? Pourquoi n'est-il pas condamné ? Pourquoi est-il récidivé ?» Et cela, effectivement, c'est jugé comme regrettable par les policiers, et c'est source d'un grand découragement professionnel, avec des enquêtes criminologiques qui montrent qu'il y a des choix de modèles, il y a des choix de politique pénale. En France, on fait le choix que l'enfermement, la peine de détention, arrive assez tardivement dans un parcours délinquant. Monsieur le disait, d'abord, on va être en centre éducatif fermé, par exemple. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, là, il y a détention. À l'inverse, des modèles comme les modèles d'Europe du Nord, on fait un choix très différent. C'est on vous enferme très vite, plus tôt, pour des courtes peines. Il n'y a pas de pudeur à enfermer quelqu'un 4 jours, 5 jours. Ensuite, bien, on considère que ça vous casse dans votre dynamique délinquante. C'est pas les mêmes choix de système. Notamment en Europe du Nord, mais avec des moyens qui ne sont pas les nôtres non plus. Philippe Mangeon, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait essayer. Est-ce que sanctionner 3 jours en prison un adolescent et finalement être plus ferme dès le départ plutôt que de lui laisser de la chance? Je vais vous répondre, on le fait déjà, et je vais vous donner l'exemple d'un centre éducatif. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a donc 2-3% de ces gamins qui sont tellement désocialisés que le passage à l'acte, on est obligé de travailler dans la durée sur le passage à l'acte. Et notamment dans les centres éducatifs fermés, ce que j'expliquais toujours aux jeunes quand je les recevais en tant que directeur, je leur expliquais, mais attention, on est des êtres humains, j'ai des professionnels qui sont là pour vous aider, des hommes, des femmes qui sont là pour vous aider. Attention, vous n'avez pas le droit de porter atteinte à leur intégrité. Et si jamais c'est ça, on était dans une solidarité police-justice, justement, avec un protocole de gestion des incidents. Et il est arrivé fréquemment, dans les premiers temps, parce que c'est l'approche culturaliste. Quand un jeune sait la réponse qu'il va y avoir dans ce lieu d'éducation, et donc si c'est la détention immédiate, par contre, on n'abandonne pas le jeune. Et il partait en détention 3 jusqu'à 15 jours, et on lui faisait faire un travail d'excuse, et on le reprenait au centre. Et ce travail-là, on s'est aperçu qu'on a eu les plus belles réussites. On les a eues à ces occasions-là, c'est-à-dire quand on se donne les moyens de s'occuper des jeunes dans la durée et dans un lieu d'établissement. Ce que dit monsieur, et à juste titre, attention, c'est vrai qu'il y a certains jeunes, on les laisse, ils sont dans leur milieu naturel et ils nous échappent un peu. Et c'est là peut-être qu'il faut... Nous, on a toujours le souci d'avoir ce regard critique sur notre pratique. Et justement, on pourra aborder des exemples que je vous disais où on a besoin de créer une relation éducative avec ces jeunes qui nous fuient.
quand ils sont dans les banlieues, etc. Et s'ils sont pas placés, ces jeunes-là, on a du mal à les toucher. Et c'est comment on développe. On a par exemple la ministre déléguée au sport actuellement qui nous soutient. Je vous donne un exemple concret. C'est comment pour 90 jeunes actuellement dans le Val d'Oise, dont une belle partie de mineurs réitérants, on les accompagne sur de la pratique sportive, de la découverte sportive, et en plus, en parallèle, sur la certification et la qualification autour des domaines du sport. Et là, on a de véritables pratiques qui permettent, les jeunes ne sont plus dans l'oisiveté la journée, mais ils sont bien dans des lieux d'insertion. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment le vrai travail de prévention de la récidive. Et c'est cette politique-là qu'on veut essayer d'essaimer partout pour nos fameux mineurs réitérants. Et on voit bien qu'il y a, qui ne sont pas majoritaires, je le rappelle. Et heureusement d'ailleurs, et on voit bien qu'il y a du travail, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et évidemment c'est un débat qui ne fait que commencer. Merci à vous d'être sur le plateau d'Affaires suivantes. Vous restez avec nous dans un instant. Des premières conclusions qui interpellent, les premières conclusions de l'inspection judiciaire qui s'est penchée sur le drame de Nantes. Vous le savez, cette jeune adolescente de 15 ans qui a été violée et tuée le 20 août dernier par un multirécidiviste. Selon les premières conclusions, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Alors est-ce ce système entier qu'il faut revoir? On en débat dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, l'inacceptable et l'incompréhensible. Comment, à Nantes, un homme déjà condamné pour 9 viols a-t-il pu recommencer le 20 août dernier en s'en prenant à une adolescente de 15 ans? La justice a diligenté une enquête pour savoir s'il y avait eu une erreur dans le suivi de ce multirécidiviste. Les premières conclusions ont été rendues vendredi et à ce stade, visiblement, il n'y a pas eu de manquement. Alors est-ce le système tout entier qui dysfonctionne? Qui était exactement ce multirécidiviste? Le débat, le décryptage, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Trois petits tours, et puis s'en vont. Où sont donc passés les 4 braqueurs qui ont dérobé 9 millions d'euros la semaine dernière? Un braquage quasi record du travail de professionnels. En quelques minutes, ils braquent des convoyeurs, prennent l'argent et disparaissent. Alors, où peuvent-ils être? Comment se cache-t-on? Pourquoi depuis 10 jours n'a-t-on aucune trace d'eux? On va vous raconter toute l'histoire de cette cavale avec Dominique et notre invité. Ce sera dans un instant, juste après le récit des faits, avec Anne-Solène Tavernier. Vendredi 28 août aux environs de 9h, un fourgon quitte une succursale de la Banque de France. À son bord, 3 convoyeurs et plusieurs millions d'euros. Mais à peine quelques mètres plus loin, ils sont pris en embuscade. Il y a 2 camionnettes qui sont venues les bloquer. Ils ont mis le feu au blindé et les convoyeurs, donc il y en a 2 qui sont sortis, qui ont été se réfugier en Banque de France et un qui est resté sur place. Sans tirer un seul coup de feu et sans faire de blessés, les malfaiteurs repartent avec un pactole de 9 millions d'euros. Des billets de la Banque de France, numérotés, qui restent depuis bientôt 10 jours introuvables. Une attaque audacieuse, visiblement bien préparée avec une logistique importante. Une opération qui ne s'improvise pas du jour au lendemain et qui laisse penser à des braqueurs aguerris, ayant peut-être bénéficié de complicité ou d'un réseau pour les épauler. Les fugitifs activement recherchés se sont évanouis dans la nature. Sont-ils encore dans la région lyonnaise? Ont-ils fui ailleurs en France ou bien leur cavale les a-t-elle menés à l'étranger où ils attendent tranquillement de pouvoir écouler leur butin? Alors où sont-ils? Bon, on ne va pas vous donner la réponse, on ne l'a pas encore, mais comment on se cache? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Jérôme Pierrat, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires de grand banditisme. On le disait, a priori, plutôt du travail de pro. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une cavale de pro, qu'elle avait été très préparée? Alors, de cavale, je sais pas. En tout cas, dans les heures qui suivent ce genre d'affaires, comment ça se déroule d'habitude, ces gens-là ont prévu normalement une petite planque, un abri, un repli, déjà pour se débarrasser des vêtements compromettants qui portent votre ADN, etc., etc. Donc, il va falloir tout brûler, faire disparaître les traces.
coffrer l'argent un certain temps, parce qu'il vaut mieux pas rentrer tout de suite chez soi dans les heures qui suivent avec des sacs de billets énormes. C'est voyant. Très prudent, voilà. Donc généralement on prévoit une planque, on s'y pose quelques heures, voire quelques jours pour certains d'entre eux. Ils vont y laisser l'argent. La seule équation à résoudre, c'est savoir s'ils ont une certaine confiance entre eux. S'ils ont confiance entre eux, ils laissent l'argent dans la planque, ils rentrent chez eux dans les heures ou les jours qui suivent. Chacun reprend le cours de sa vie et viendra chercher sa part après. S'ils n'ont pas tellement confiance entre eux, ils sont partis assez rapidement chacun de leur côté. Voilà. Après, il n'y a pas de procédure classique, mais enfin, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, ils sont toujours en France ? Oui, je pense qu'ils partent pas. Il y a deux solutions. Il y a celui qui pense qu'il va y avoir un coup de chaud, c'est-à-dire qui pense qu'il a laissé une trace, ADN, quelque chose d'exploitable que la police va pas communiquer évidemment dans les heures qui suivent, ni à nous ni aux suspects. Donc il y a celui qui a un petit doute. Lui, il va plutôt prendre la poudre d'escampette assez rapidement. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, on dit chez les voyous. Et puis il y a celui qui est sûr de lui et qui a aucune envie d'attirer l'attention des forces de police en disparaissant dans les jours qui suivent un coup pareil. Alors, ce que vous dites, tout le monde se dirait c'est marrant, Polo l'élégant a disparu mardi 2 heures après l'affaire. C'est assez étrange. Donc généralement, voilà, on essaie de rentrer chez soi. Mais ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que potentiellement, ces 4 hommes qui ont donc quand même 9 millions d'euros quelque part de cachés ont peut-être repris leur vie d'avant. Exactement. Et vivent comme si ça en était. Chez les voyous, il y a plusieurs catégories. Il y a le voyou qui a un mode de vie de voyou, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment d'adresse fixe, il est très mouvant, il a plutôt des copines un peu qui changent et pas de vie très réglée. Et puis il y a celui qui est père de famille, marié, comme c'est le cas pour nombre d'entre eux. Et celui-là, il n'a pas intérêt à déroger à ses habitudes de vie quotidienne parce que là, pour le coup, les policiers, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ? Des clients capables de réaliser des affaires comme ça, il y en a pas des centaines. On voit que l'affaire, elle est bien préparée, elle est bien faite, c'est plutôt des gens qui ont une certaine expérience. On va plutôt viser à partir de 35, 40, 45 ans, plutôt dans cette tranche d'âge. Des gens qui ont déjà fait de la prison, des affaires. Donc les policiers, généralement, les connaissent à la PJ. Donc à l'anti-gang, à la BRI, ceux qui sont chargés notamment de travailler en amont des affaires. Quand ces gens-là sortent de prison, ils se mettent à peu près sur eux, surtout qu'il y a des vagues d'attaques de fourgons dans la région lyonnaise, puisque c'est à peu près la dernière région où il y a des spécialistes. Il y a la Suisse qui est à côté, qui a connu 6 attaques en 3 ans en Suisse de fourgons blindés. Dans le canton de Vaud, c'est celui qui est frontalier de Lyon. Donc on sait que là, il y a une pépinière de gens qui sont capables de faire des affaires comme celle-ci. Donc ils sont sous le radar policier avant, pendant, après. Ceux qui disparaissent, qui ont disparu un peu avant, qu'on n'a pas vu d'un seul coup, on avait 4-5 types, pof, dans les jours qu'on précédait l'affaire, ils ont disparu. Bon, Jérôme, ils sont en tête de liste, etc. C'est comme ça que ça marche. C'est de l'entonnoir. Est-ce que ça balance dans ce milieu-là ? Ça balance. Alors dans le milieu, ça balance beaucoup. Faut quand même faut relater. Alors moins que dans les stupes. C'est pas que des seigneurs. Voilà. On est d'accord. On a le code moral du milieu, le code d'honneur, etc. On va l'oublier assez rapidement. Il y a beaucoup de dénonciations et d'indicateurs dans ce milieu-là. Peut-être un petit peu moins chez les braqueurs que dans les stupes où il y a des dizaines d'intervenants pour une même filière. Là, on travaille en milieu plus serré, donc c'est plus difficile. Mais évidemment que les dernières affaires qu'il y a eu en Suisse, elles ont été pour certaines éclaircies parce qu'il y avait des indicateurs de la police qui étaient même là au sein. Il y a une très grosse affaire à laquelle je pense qui a été réalisée il y a 3 ans où les braqueurs ont été arrêtés au retour avec 37 millions d'euros dans une maison. En France, en Haute-Savoie, je crois. Là, on pense que dans l'équipe, il y en a un qui a été un peu bavard en amont. Ouais. Je parle sous votre contrôle, mais ces billets de banque qui sont numérotés, donc on ne peut pas les utiliser trop vite. C'est compliqué, donc généralement on les coffre, et sinon il y a une autre technique. Ces gens-là s'associent souvent avec des trafiquants de stupes. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez voir un monsieur qui va travailler à coups de millions d'euros dans la cocaïne ou dans le hashish marocain. Vous allez le voir, vous lui dites, toi, puisque tu dois livrer 500 000 euros, 1 million d'euros à ton fournisseur marocain qui est en Espagne ou au Maroc, pardon, je vais te donner... Vous parlez avec les mains, c'est bien. Je vais te donner le fruit mon argent mal acquis, le fruit de mon braquage. Ça, c'est des billets numérotés de la Banque de France. Tu vas pouvoir donner tes euros. Mais ton grossiste en Espagne ou au Maroc ou ailleurs, lui, il s'en fiche que ça sorte du braquage de la Banque de France de Lyon. Ouais. Personne ne verra la trace. C'est du pognon. En revanche, toi, ton petit argent qui remonte de la rue, parce que t'as beau être un grossiste, l'argent qui te remonte, ce sont des petites coupures de 10, 20, 50 euros qui viennent de la rue, toutes froissées et qui sont pleines de stupéfiants. Celle-là, t'en veux plus parce que ton fournisseur marocain, il en a marre d'avoir des sacs poubelles remplis de billets de 10 euros pour acheter des trucs à 3 millions. Donc, on va faire un petit échange. Je vais te donner mon argent de la Banque de France avec des belles coupures de 500 euros que tu vas pouvoir livrer à tes grossistes de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi, je vais récupérer tes petites coupures usagées que je vais pouvoir écouler dans le commerce tout tranquillement sans attirer l'attention des forces de police. Voilà, généralement, il y a ce style de passerelle qui peut exister entre voyous. Quel
possibilité a-t-on de retrouver ces individus, de les identifier, de les retrouver? Alors, c'est pas un gros secret. L'affaire, comme on dit chez les voyous, elle a sans doute été donnée. À 1000%. Je parle... Vous voulez dire qu'il y a des complicités? Bon, je passe au doigt mouillé, il n'y a rien de scientifique. De connaisseurs que vous êtes. Ouais. Mais l'affaire, bon, voilà, visible. Bon, il y a plus. Déjà, il faut dire qu'en général, en France, il y a quand même plus beaucoup d'attaques de fourgons blindés. Il y a 20 ans en arrière, entre 1995 et 2000, il y a eu une centaine d'attaques. C'est-à-dire, on était à une vingtaine d'attaques par an. Aujourd'hui, on est à peine à une attaque, et encore, elles réussissent quasiment jamais. Donc, c'est une discipline qui a complètement disparu. Là, très étonnamment, on voit cette affaire apparaître en plein centre-ville, le matin, il y a du monde, à la sortie de la Banque de France, et elle est faite quand même avec une facilité assez déconcertante. C'est-à-dire, ou alors ils sont devins, ces garçons, ils lisent vraiment bien dans le mar de café, ou alors ils ont quelqu'un qui, de l'intérieur, les a renseignés. Évidemment, les 3/4 de ces affaires sont ce qu'on appelle donc données de l'intérieur par un employé. Et là, tout le travail policier, ça va être... On va peut-être dire, pour conclure, il y a un syndicaliste de la société Loomis qui a dit, voilà, c'est pas normal que les gens ne soient pas restés enfermés dans leur fond. Jérôme Carin, merci beaucoup. On va continuer à suivre cette affaire, évidemment, sur BFM TV. Merci d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. C'est un drame qui n'aurait pas dû arriver. Comment un violeur multirécidiviste, condamné déjà pour 9 viols, a-t-il pu repasser à l'acte sur une adolescente de 15 ans le 20 août dernier à Nantes? La justice a diligenté une enquête pour comprendre s'il y avait eu dysfonctionnement. Première conclusion rendue vendredi. A priori, pas de dysfonctionnement. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, les toutes dernières informations avec Anne-Solène Tavernier. Il n'y a pas eu de faille. Dans ses premières conclusions, l'inspection générale de la justice réfute toute erreur dans le suivi du multirécidiviste. Il ressort des premières investigations que le suivi de ce dossier par les autorités judiciaires et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne présente aucun manquement et aucun dysfonctionnement. Le 29 août dernier, le quadragénaire a avoué avoir violé et tué une adolescente de 15 ans dans cette maison en travaux du centre-ville de Nantes. Là, il l'a agressée, il l'a conduite au 2e étage, il l'a violée à cet endroit-là, et puis pour la faire taire, il lui a mis un câble, un lien en plastique qui selon lui était sur place pour lui serrer le cou, et il lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Un scénario effroyable et bien rodé pour un homme déjà connu de la justice. En 2005, il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le viol de 9 femmes entre 2001 et 2003. Selon l'expert, c'est une personne qui s'est autorisée à mettre en acte les fantasmes qu'il avait connus au travers d'ailleurs une pratique assidue de la pornographie. Libéré en 2016 avec obligation de suivi pendant 10 ans, c'est ici qu'il habitait avec sa compagne. Une nouvelle vie à l'apparence normale. Le soir du meurtre, il est même allé dîner chez l'un de ses voisins. Avec nous, il n'y avait rien de plus qui s'est passé, rien du tout. Et est-ce que ce soir-là, vous aviez remarqué quelque chose de particulier? Non, aucunement, rien du tout, rien, absolument rien. L'homme voyait un psychothérapeute une fois tous les 2 mois. L'inspection générale de la justice doit désormais définir si la continuité des soins a bien été assurée pendant le confinement. Son rapport final est attendu le 30 octobre. Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Alain Penin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert psychologue, agréé par la Cour de cassation. Vous connaissez parfaitement ce type de profil. À vos côtés, Maître Litak Medid, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste à Poitiers et vous étiez avocat stagiaire en 2005, quand cet individu était jugé pour ces fameux 9 viols dont est parlé. Vous étiez stagiaire pour l'un des avocats partie civile dans cette affaire. Ça va être évidemment particulièrement intéressant de vous entendre. Et j'ai envie de dire, on va commencer par vous, parce que vous êtes le seul sur ce plateau à l'avoir vu, cet individu. Quel souvenir vous en avez ? Alors, un souvenir, non pas depuis le banc des parties civiles à l'époque, mais depuis le banc de la défense, puisque j'étais élève avocat chez Jean Damy, qui défendait cet accusé. J'ai un souvenir d'un procès très lourd, un procès qui était par ailleurs le premier procès d'assises auquel je participais, donc très impressionnant pour moi, mais je crois très impressionnant pour tout le monde de par son ampleur. C'était encore une fois une affaire très particulière parce que 13 victimes dans une affaire Poitevine, c'est pas tous les jours que l'on voyait ça. Il était comment il s'est présenté à vous? Il s'est présenté à la cour comme beaucoup d'accusés, c'est-à-dire le tête basse, très peu labile,
et puis en attente d'un châtiment qu'il pressentait comme important. Comment expliquait-il à ce moment-là les faits? Alors, c'est quelqu'un qui, dans le souvenir que j'en ai, n'a jamais cherché à se défausser, au moins sur le plan factuel, puisqu'il a toujours accepté l'idée de raconter ce qu'il avait fait, raconter ce qui l'avait amené à le faire, et puis dans une espèce de manière de tenter de s'excuser, pourquoi pas d'être pardonné. En tout cas, il voulait participer au procès, et c'était pas quelqu'un... Parfois, on voit dans ces affaires des gens tout à fait mutiques qui refusent de s'exprimer, qui refusent de délivrer ne serait-ce que leur vérité. Là, c'était vraiment pas le cas. On avait quelqu'un qui était d'abord en capacité de s'exprimer, puis qui en avait vraiment la volonté. À l'époque, il était jugé pour viol. Dominique, cette fois-ci, c'est très différent. Il y a eu viol et meurtre. Il avait anticipé, réfléchi, préparé ce qu'il a fait. Oui, un viol, un meurtre et un assassinat, puisqu'il avait tout préparé. C'est comme ça qu'il est arrêté. Il va venir quelques jours avant avec sa voiture sur les lieux. Il va avoir un procès verbal, un PV de stationnement. Les gens du quartier vont le repérer, le dire aux policiers. Il est arrivé avec de l'eau de Javel dont il s'est servi pour essayer de nettoyer la scène de crime, évidemment, et ne pas laisser son ADN. Il a mis le feu. Il avait amené un carton, il avait apporté un carton, il avait repéré cette maison au fond de la cour, il avait apporté un carton, il a attendu que cette jeune fille passe, il lui a demandé si elle pouvait l'aider à porter le carton. C'est vraiment la préméditation totale. Et la question qu'on se posait en préparant cette émission avec Philippe, est-ce qu'Alain Penin, il a le profil classique d'un violeur multirécidiviste ? Alors, le profil classique, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est un violeur multirécidiviste, puisqu'on lui reproche une douzaine de viols et de tentatives antérieurement. Alors, le profil, je ne le connais pas, je ne l'ai pas examiné. Mais à la lecture un petit peu de ce que l'on voit dans l'actualité, il s'agit de quelqu'un qui a totalement échappé au suivi, qui a été mis en place et qui pourtant a été parfaitement bien organisé. Ouais. Donc, il s'est passé des choses qui n'ont pas été opérantes dans... C'est quoi la faille? Il avait un suivi socio-judiciaire, il l'a respecté. Il allait voir son psy tous les 2 mois qui a dit ça allait parfaitement bien. Il avait rencontré une nouvelle compagne. Elle est où la faille? La faille, c'est celle-là. Un psychothérapeute que l'on consulte tous les 2 mois, ça n'est pas une thérapie d'agresseur sexuel. Une thérapie d'agresseur sexuel, c'est beaucoup mieux structuré. C'est des protocoles qui sont mis en place. Ça n'est pas, comme disent nos amis québécois, faire du bruit avec la bouche. C'est simplement se remettre en cause véritablement, accepter de reconnaître sa pulsion, essayer de travailler dessus, participer à des groupes de prévention de la récidive. Bref, tout un tas de stratégies qui sont au point et qui peuvent fonctionner, mais qui, en l'occurrence, là, n'ont pas été mises en place. Mais là, l'inspection judiciaire s'est penchée sur ce dossier à la demande du ministère de la Justice pour voir s'il y avait eu dysfonctionnement. Alors, les conclusions définitives ne sont pas arrivées. On a les premières conclusions qui ont été rendues vendredi. À ce stade, on nous dit pas de dysfonctionnement. Finalement, il voyait le psy tous les 2 mois et c'était ce qui était convenu. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Mais voir un psy tous les 2 mois... C'est pas suffisant. Donc c'est le système. C'est totalement inadapté. C'est le système qui est fou. C'est totalement inadapté pour ce genre de prédateurs sexuels hyper dangereux. C'est totalement inadapté. Il aurait dû y aller quoi, 1 fois par semaine? Mais minimum 1 fois par semaine et avec des gens entraînés à la prise en charge des agresseurs sexuels, possédant des stratégies véritablement au point. Donc on est là face à quelque chose qui certes a fonctionné au plan de la fonction du suivi socio-judiciaire, mais qui n'était certainement pas suffisant. Est-ce que, maître, ça peut être un argument de défense pour celui qui défendra ce violeur multirécidiviste? Est-ce que ça peut être un argument de défense de dire mais attendez, regardez, on l'envoyait tous les 2 mois chez le psy, pourquoi c'était pas 1 fois par semaine? Ça se défend, ça? C'est difficile de donner son avis là-dessus parce que celui qui aura cette lourde charge, il aura sa propre idée et il n'a pas nécessairement envie d'entendre ce que moi j'en pense. Maintenant, je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose. Mais nous, voudrait savoir ce que vous en pensez. Ce que moi j'en pense, c'est que ça vient d'être dit. D'abord, il n'y a pas de dysfonctionnement à proprement parler. Il y a une loi, elle a été appliquée et quasiment de la façon la plus rigoureuse qui soit. C'est-à-dire que la peine maximale, c'était 20 ans. Elle avait été demandée par l'avocat général. La peine prononcée, c'est 18 ans. Une peine qui avait été suggérée quelque part par l'avocat de la défense. Pour 8 viols, pour 8 viols, ça fait combien par viol? 9 viols, ça fait quoi? Ça fait 2 ans par viol, ça fait pas beaucoup. C'est ça. Il s'en sort bien quand même. Comment voulez-vous dire qu'il s'en sort bien lorsqu'il prend 18 sur 20? C'est pas ça, bien s'en sortir, clairement. Et puis surtout, encore une fois... Aux États-Unis, on jugerait viol par viol et on ajouterait les peines. Exactement. Cela dit, j'ai pas encore moi prévu de demander aux États-Unis de... J'ai pas envie d'enfermer tout le monde en prison, mais là...
les États-Unis ont un système qui est le leur, nous on a le nôtre, il fonctionne de manière générale plutôt correctement. Il se trouve que, à titre individuel, celui-ci semble avoir, on va dire, être passé sous les radars, ou en tout cas avoir déjoué un certain nombre de pronostics qui se voulaient plutôt positifs, plutôt pas trop pessimistes, on va dire, même si c'est difficile en pareil cas. Maintenant, encore une fois, c'est un cas individuel. Moi, je voudrais qu'on puisse le dire. Et justement, c'est particulier. Et je voudrais votre expérience, vous qui l'avez vu, et après votre analyse. Est-ce qu'à l'époque, il reconnaissait tout, il reconnaissait ses problèmes, ou est-ce qu'il cachait une part de vérité? Et on voit bien que là, il avait refait sa vie, qu'il avait une compagne, et que donc, il cachait ses démons. Non, il ne cachait absolument rien. Il cachait pas ce qu'il avait fait, il cachait pas ce qui l'avait conduit à le faire, et il cachait pas le trouble qui était le sien lorsqu'il exprimait cette pulsion qui l'envahissait. Donc, à un moment ou à un autre, il y a eu des pronostics, on va dire, on pourrait pas dire très favorables, mais en tout cas qui se voulaient plutôt positifs sur l'idée que la manière qu'il avait d'appréhender les choses était quelque chose qui pourrait permettre qu'il s'amende réellement. Le fait de dissimuler aujourd'hui, dans les années qu'on suivit après avoir purgé sa peine, pour repasser à l'acte, à la surprise de tout le monde et de son épouse, on l'imagine en premier lieu, ça s'explique? C'est totalement inexplicable. Il y a le comportement social, d'ailleurs, qui montre que cet homme est parfaitement adapté. Son voisin en témoigne, comme toujours d'ailleurs, hein, mais jamais il n'aurait imaginé. Ils ont dîné ensemble la veille au soir. Ensemble. Donc là, c'est l'aspect, si vous voulez, du comportement quotidien. Mais après, il y a tout ce qu'il y a en sous-jacence. Dans son système pulsionnel, qu'il n'a pas pu contrôler. C'est évident, sinon il ne serait pas passé à l'acte comme cela. Donc il y a deux niveaux. Il y a un niveau un petit peu très conscient, social, où le change est donné. Il refait sa vie, enfin il a une compagne. Il a une vie sexuelle apparemment avec cette compagne. Mais le fond du problème, la difficulté à gérer son système pulsionnel agressif, son comportement de violeur et de rage, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça, il ne l'a pas montré, bien entendu. C'est évidemment, ça nous amène à ce grand débat sur la récidive et comment on soigne, on accompagne, je ne sais même pas quel mot choisir, ce type d'individu. Le grand procès de la récidive, Dominique, pour nous rafraîchir la mémoire, c'est celui de Francis Évrard. Oui, absolument. Hein. Francis Évrard, donc, qui enlève un enfant à Roubaix, le petit Ennis, qui est lui-même un violeur multirécidiviste, qui va s'enfermer avec lui dans un box, qui va heureusement être arrêté à temps, donc qui a abusé d'Ennis, mais qui ira aux assises. Et Francis Évrard est celui par lequel est arrivée cette loi, la rétention de sûreté, qui permet chaque année de garder quelqu'un en prison une année supplémentaire, parce qu'il peut être dangereux. En tout cas, ce sont les experts qui vont l'expertiser et dire s'il peut sortir ou non. Donc c'est vrai que cette affaire avait fait énormément de bruit. C'était l'échec de quelqu'un en qui on avait eu confiance, qui était sorti de prison. C'était aussi le cas pour Christian Vangeloven, histoire que vous connaissez bien, M. Penin, donc, qui enlève en 91 à Elne deux petites filles, hein, Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez. Il était un récidiviste et la presse locale, à la demande de sa femme, il avait agi à Saint-Dizier, avait accepté de taire la première affaire qui était, c'était des attouchements. Et donc, il était encore plus invisible. La presse n'a même pas parlé de lui. Donc, c'est vrai que c'est difficile de gérer des personnages comme ça. Et nous sommes avec Maître Jérôme Pianezza. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez l'avocat de Francis Évrard au moment de ces faits que l'on rappelait à l'instant. Est-ce que finalement, Francis Évrard, aujourd'hui, cette affaire, le système n'est pas au point ? Alors, je pense qu'il faut d'abord se garder quand même de faire des comparaisons un peu rapides. Comparaison n'est pas raison, mais a fortiori dans ce genre de choses. Et c'est d'autant plus important que c'est de toute façon dramatique. Monsieur Évrard, c'est en effet aussi un débat qui est relancé sur la récidive lorsque malheureusement il est interpellé dans les conditions que Dominique Rizet vient d'indiquer. Monsieur Évrard était aussi, et j'écoute avec beaucoup d'attention ce que disait mon confrère tout à l'heure, quelqu'un qui reconnaissait les faits, qui s'exprimait immédiatement, qui parlait avec ses mots, mais qui avait vraiment le souhait d'expliquer, non pas de justifier, mais d'expliquer ce qui s'était passé. Et l'intérêt avait été qu'on avait aussi pu, je dis on, mais tout le monde, que ce soit les magistrats ou l'avocat que j'étais, que je suis toujours, et d'autres, pu travailler avec lui. Simplement, on est aujourd'hui confronté, en effet, à quelque chose qui ressemble sur le suivi
C'est-à-dire que on est devant un échec complet dans le sens où bien évidemment, je ne connais pas du tout le dossier de Nantes et je ne veux surtout pas commenter le dossier de Nantes. Ça n'est pas mon propos et ce serait particulièrement maladroit. Mais simplement, M. Evrard n'avait pas manifestement été suivi de façon correcte à sa sortie, que ce soit d'ailleurs avant la sortie, pendant la détention, puisqu'il avait fait de nombreuses années de détention, ou que ce soit à la sortie. Donc c'est vrai qu'il y a des ressemblances un petit peu troublantes, mais avec quand même des choses très différentes. Il s'agit évidemment pas de faire de comparaison, vous avez raison de bien le préciser. On évoquait, vous avez dû l'entendre sur ce plateau, la question des peines. Beaucoup de Français se disent aujourd'hui pourquoi ces gens ressortent de prison. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais monsieur, pardonnez-moi, mais c'est parce que c'est la loi, tout simplement. À part en Corée du Nord, lorsque vous êtes condamné à une peine, il y a un début et il y a une fin. Alors, sauf à changer la loi et à considérer que certains faits, certaines infractions entraînent automatiquement la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui, un, n'est pas le cas, et deux, est évidemment totalement absurde dans un système judiciaire digne de ce nom. Il y a évidemment un début et il y a évidemment une fin. La question, elle n'est pas sur la fin de la peine, me semble-t-il, elle est plutôt sur la façon dont on va suivre cette fin de peine, la préparer, et largement en amont, et éventuellement, évidemment, ensuite, dans le cadre d'un suivi, avec la question de la rétention de sûreté. Mais il y aura forcément toujours, dans une peine, un début et une fin. Maître, c'est Dominique Rizet. C'est vrai que ce procès, il avait marqué parce que, je voudrais rappeler pour ceux qui nous écoutent, qu'à l'audience, vous êtes allé tendre la main au père d'Ennis. Cette image... Vous avez tendu la main au père d'Ennis. Son père témoignait et Maître Pianezza est allé lui serrer la main. Cette image, elle existe sur Internet. Le procès a été filmé, il faut aller la voir. C'est incroyable ce moment. Francis Evrard n'était pas un assassin. Francis Evrard est un violeur. Non, mais je veux dire, c'est un violeur. Là, on parle de quelqu'un qui a violé et qui a assassiné. Où est-il aujourd'hui, Francis Evrard ? Est-ce qu'il est sorti de prison ? Non, il est toujours incarcéré. Alors, j'ai pas de nouvelles précises ni fraîches. Et de toute façon, même si j'en avais, je pense pas que je communiquerai sur le sujet. Mais enfin, en tout cas, il est incarcéré. Il a pris une peine de 30 ans, comme vous le savez. Il a été condamné il y a maintenant 11 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est évidemment toujours incarcéré. Il fait l'objet d'un suivi ? En prison, vous ne le savez pas, ça ? Alors, en détention, je suis dans l'incapacité de vous le dire. J'allais vous dire, j'espère. Parce que sinon, ça veut dire qu'on recommence. Ça veut dire qu'on ne sort pas de ce qui, malheureusement, est aujourd'hui, on le sait, un échec complet. Ce qui avait été décidé, vous devez vous en souvenir, monsieur Rizet, au délibéré, au verdict, c'était que de toute façon, même s'il devait sortir, alors monsieur Evrard était quand même déjà, entre guillemets, assez âgé, puisqu'il avait été interpellé, il avait, je crois, 62 ou 63 ans. Mais au-delà de cela, avait été décidé un suivi socio-judiciaire, de toute façon, en tout état de cause. Donc, à sa sortie, s'il sortait, un suivi devait être mis en place. Et donc, s'il sort, un suivi sera mis en place. Mais encore faut-il évidemment qu'on arrive au terme de la peine. Merci beaucoup, Maître Pianezza, d'avoir été avec nous en direct dans Affaires suivantes. Alain Penin, pour conclure d'un mot, est-ce que ces personnes, on peut les guérir ? Est-ce qu'on peut les laisser sortir en se disant qu'à un moment, le problème est réglé ? Il faut d'abord les prendre en charge en détention. Et ça, c'est très important. Ce que l'on sait, c'est que les moyens sont extrêmement insuffisants pour assurer ce type de prise en charge. Mais il faut que la réflexion sur soi-même, le travail d'élaboration, d'introspection débute pendant la détention. Ensuite, il faut que le suivi socio-judiciaire soit un véritable suivi. Et non pas le fait d'aller pointer chez un psychothérapeute pour avoir un certificat pour dire que l'on a été suivi. Il faut qu'il y ait cette remise en cause. L'incarcération ne sert à rien si elle n'est pas assortie de mesures d'accompagnement et de traitement en milieu pénal, en milieu carcéral. Et ensuite, effectivement, prévoir la récidive, c'est impossible. Aucun expert digne de ce nom ne vous dira qu'il peut véritablement la prévoir. Alors c'est facile d'être historien. C'est facile de dire oui, on était face à une bombe à retardement qu'on a laissé sortir. Mais nous n'avons aucun moyen scientifique, à part quelques travaux sur les échelles actuarielles, pour aujourd'hui prévenir la société que l'on sera face à un comportement de récidive inéluctable. C'est impossible. C'est pas possible de surdéterminer ni de sous-déterminer cette dangerosité. Merci beaucoup Alain Penin. Merci Maître Takmedi d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. C'était passionnant de vous entendre. Dominique, on se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, 13h pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche.